Bonjour, vous êtes bien à l'espace multimédia Gantner pour découvrir en avant-première l'exposition Donner forme à l'éther qui aura lieu en Namur du 22 juin au 27 novembre, du mardi au samedi de 14h à 18h. Cette exposition est pour nous l'occasion d'appréhender différemment ce média dont on fête les 100 ans ce mois, à l'aube aussi de ce qu'on appelle la radio numérique, de découvrir comment certains artistes s'approprient la radio dans tout ce qui la constitue, ondes, émetteurs, récepteurs, etc., et de faire de l'espace multimédia Gantner une émission de radio perpétuelle pendant le temps de l'exposition. Cette exposition a pour commissaire Pali Morceau qui est avec nous et qui va nous présenter l'exposition. Bonjour et merci de m'avoir invité à proposer cette exposition Donner forme à l'éther à l'espace multimédia Gantner. C'est une exposition qui s'intéresse à des artistes qui travaillent les formes radiophoniques, mais pas seulement en utilisant la radio pour véhiculer des contenus audio, mais qui vont s'intéresser aussi à la plasticité du signal et de la transmission. C'est une exposition dans laquelle on va voir un certain nombre d'outils qui permettent de transmettre à différentes fréquences des ondes de différentes tailles. On va y voir notamment quelques antennes. Pour commencer cette visite, on va aller rejoindre Nicolas Mongermont qui propose une œuvre qui s'appelle Axis Mundi. Et dans les différentes échelles de transmission qui sont visibles dans l'exposition, là on est dans la plus grande, puisque avec Axis Mundi, on travaille la radio à l'échelle du cosmos. Et je donne tout de suite la parole à Nicolas qui va parler de Axis Mundi. Effectivement, cette pièce s'appelle Axis Mundi. Alors, Axis Mundi, c'est une notion qui est présente dans différentes cultures, qui désigne en fait la création d'un lien, souvent architectural, philosophique ou religieux, entre la terre, demeure des hommes, et le ciel, demeure du divin. Et en fait, dans Axis Mundi, ce que je fais, c'est que j'utilise une propriété très spécifique des ondes radio, qui est le fait qu'elles se déplacent à la vitesse de la lumière. Donc, c'est-à-dire à 300 000 km par seconde. Alors, 300 000 km par seconde, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est-à-dire que ça fait 6 fois le tour de la Terre en une seconde. Donc, ce qui est intéressant dans cette particularité, on voit tout de suite en fait, qu'on est sur des échelles, des dimensions qui sont très singulières, quoi. Enfin, qui sont des dimensions qui nous dépassent complètement, nous, en tant qu'être humain. Et en fait, du coup, à partir de la parabole qu'on voit à l'écran, peut-être, l'idée, c'est que je vais envoyer des ondes dans l'espace et travailler des échelles cosmiques. Alors, travailler des échelles cosmiques, ça veut dire que, par exemple, quand j'envoie une onde en ce moment à partir de l'espace Gantner, dans une seconde, elle va pouvoir atteindre la Lune. Dans 10 minutes, elle va pouvoir atteindre le Soleil. Dans 1 heure, elle va pouvoir atteindre Jupiter, enfin en fonction de la position de Jupiter par rapport à la Terre. Et puis, par exemple, dans 3 ou 4 ans, elle va pouvoir atteindre Proxima du Centaure, l'étoile qui est la plus proche de nous. Donc, en fait, il y a vraiment ça qui se passe dans l'exposition en ce moment. Il y a cette parabole qui est mise en mouvement et qui envoie des ondes dans l'espace. Et qu'est-ce que je fais en fait avec ces ondes? Eh bien, en jouant sur la position de la Terre et la rotation, les déplacements de l'antenne, je vais pouvoir dessiner ce que j'appelle des sculptures radiocosmiques, c'est-à-dire des sculptures qui vivent autour de la Terre sous forme d'énergie électrique. Et ce que je vais vouloir dessiner, donc c'est ce qu'on voit à l'écran en ce moment en fait, ce que je vais vouloir représenter en sculpture, ce sont d'anciens, ce que j'appelle des modèles cosmologiques de l'humanité, c'est-à-dire des représentations qu'avaient différentes civilisations dans leur histoire du cosmos, de la manière dont était organisé le monde. Donc par exemple, on a un modèle chinois qui est en train de se réaliser sous nos yeux en ce moment, on a des modèles nordiques, des modèles indiens, un modèle babylonien, un modèle grec. Et en fait, l'idée, c'est donc de venir s'inspirer de la manière dont ces anciennes civilisations se représentaient le monde et de venir incarner ces représentations autour de la Terre sous forme d'énergie électrique. Donc, ce n'est pas une métaphore, c'est vraiment ces sculptures vont exister, cette matière va exister, cette énergie va exister autour de la Terre. Et donc part de l'espace d'exposition en ce moment et puis vient se propager à l'infini dans l'espace autour de nous. Ce qu'on voit donc dans l'exposition, il y a cette parabole qui est mise en mouvement, en rotation permanente,
pour dessiner ces formes. À droite, là, on voit les dessins justement des différentes modélisations cosmologiques qui ont été imaginées par la civilisation. Et donc, c'est ces éléments qui vont être envoyés dans l'espace, incarnés dans l'espace. Et au mur, en face, sous forme de vidéoprojection, on voit la simulation en temps réel des ondes qui parcourent l'espace. Donc, c'est-à-dire le dessin, la sculpture sous forme d'énergie électrique qui existe en ce moment autour de nous. Voilà, donc c'est une espèce de simulation scientifiquement valide, c'est-à-dire qu'il y a la véritable position de la Terre, la véritable position des étoiles. Alors, qu'est-ce que c'est le lien en fait entre ces anciens modèles cosmologiques et finalement le cosmos autour de nous? Par exemple, un des exemples peut-être les plus savoureux, ce serait d'imaginer le zodiaque babylonien en fait. Donc le zodiaque, vous connaissez sûrement, c'est l'espèce d'arc de cercle dans lequel se déplacent les astres, enfin le Soleil et les planètes autour de la Terre. Et en fait, bah voilà, typiquement, les constellations, les 12 constellations qui vont servir en astrologie ont été définies à l'époque babylonienne, assyrienne, sumérienne, donc il y a 5000 ans environ, et on s'en sert encore aujourd'hui. Que ce soit le Cancer, le Lion, le Verseau, le Bélier, sont des constellations qui datent de 5000 ans et elles ont été hellénisées, christianisées très légèrement, quoi. C'est aussi à eux qu'on doit la division en 360 degrés sur un cercle. C'était les 365 jours, évidemment. 60 minutes dans une heure aussi, c'est les divisions successives de 360. Et en fait, voilà, l'idée, c'est un petit peu de venir regarder ces anciennes représentations, non pas comme étant des choses pittoresques, comme étant des éléments en fait qui ont une espèce de saveur exotique à laquelle on pourrait se référer de cette manière. C'est plutôt de rappeler qu'aujourd'hui, en physique fondamentale, c'est assez rare dans l'histoire, mais les scientifiques savent qu'ils ne comprennent rien. Hein, ils bouchent les trous de compréhension avec ce qu'ils appellent la matière noire et l'énergie noire. Ils arrivent à observer 5% des effets des forces dans l'univers. Et du coup, il y a un petit peu cette idée d'aller aller chercher peut-être d'autres inspirations que celles du modèle scientifique de notre civilisation pour peut-être venir s'inspirer des premiers savoirs humains, des premiers savoirs du vivant. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, par exemple, dans la représentation nordique, en fait, il s'imaginait qu'il y avait l'arbre Yggdrasil, un grand frêne géant qui reliait le ciel la terre au ciel. Évidemment, ils savaient bien qu'ils ne voyaient pas cet arbre. Et donc, ils essayaient de comprendre comment, de manière sous-jacente, il y avait des énergies, des structures qui existaient sans qu'elles soient visibles pour l'être humain. Et finalement, les incarner sous forme d'ondes radio, ça correspond aussi à quelque chose qui résonne par rapport à ça, dans le sens où justement, nous, du fait de nos limitations de perception humaine, on ne peut pas percevoir les ondes radio. On reprend et on poursuit la visite en allant cette fois-ci du côté de la Large Square Logarithmic VLF Antenna de Joyce Insterding. Et Joyce, qui n'est pas avec nous pour l'ouverture de l'exposition, c'est une artiste australienne. Et du coup, cette œuvre est une des formes qu'elle travaille. On était avec Nicolas Montgermont avec une antenne émettrice. Là, c'est une antenne réceptrice et qui a la particularité d'être un simple dessin graphique et logarithmique au mur qui est créé avec de la peinture conductive et qui, par induction, va capter le champ électromagnétique de l'environnement dans lequel on se trouve, de celui du lieu d'exposition. Alors évidemment, comme on est dans un intérieur anthropisé, c'est surtout les circuits électriques qui sont autour de nous qui créent des perturbations, des interférences radiophoniques qui vont particulièrement être captées avec cette antenne dessinée au mur. Tout ça est passif, hein, ce n'est pas une antenne qui est amplifiée, c'est simplement la forme du circuit qui génère cette induction et qui transforme ces ondes radiophoniques en signal électrique et qu'on peut ensuite écouter au casque. Et puis en plus, quand on se déplace, quand on s'approche de l'antenne, le corps peut lui aussi créer des interférences et transformer le son que l'on entend. Et puis on va maintenant plonger dans la petite salle noire de l'espace Gantner pour rejoindre l'installation de Jean-Philippe Renaud et Dinah Bird qui s'appelle Two Towers.
Et là, on est encore dans une autre forme d'approche des ondes. On est dans des faisceaux micro-ondes et dans une géométrie de la ligne droite et de l'usage des ondes radio à très très haute vitesse par le trading à haute fréquence. Je vais passer la parole à Jean-Philippe et Daina. Ici, on a recréé en fait un univers bien plus gros que cet espace où on est là et qui est celui effectivement du trading haute fréquence, pour lequel des antennes radio spécifiques et des paraboles sont en charge de véhiculer à la vitesse de l'éclair les décisions algorithmiques d'une place boursière à une autre. On s'est spécialement intéressé aux échanges haute fréquence entre les places de New York Stock Exchange, donc à New York, supposément, et à Chicago, sur le Chicago Mercantile Exchange. Le temps de communication, de transmission, en fait, d'un ordre boursier, la décision et le moment où il est reçu dans le camp d'en face est de 4 millièmes de seconde. Donc devant cette énorme capacité de calcul engendrée par les algorithmes, on se dit qu'on est peu de choses et en même temps on est absolument fasciné par le fait qu'une technologie supposément obsolète, c'est celle de la radiocommunication, et en l'occurrence une gamme de fréquences spécifique, celle des micro-ondes, soit en fait dédiée à cette communication ultra rapide. Alors on vous parle aujourd'hui, c'est encore le système de transmission le plus rapide au monde. Les choses évolueront peut-être avec le temps, mais pour l'instant on en est là. Les photos et les sons ont été pris donc lors d'un voyage en 2018 aux États-Unis. Un voyage qui nous a pris 6 semaines où on a parcouru le même chemin que l'argent. Donc Jean-Philippe a parlé des algorithmes et des échanges boursiers entre le Chicago Mercantile Exchange et le New York Stock Exchange. Nous avons suivi l'exact même chemin, mais physiquement, dans notre voiture. Donc, sur la route, on a pris des photos des antennes avec des paraboles micro-ondes qui sont à peu près tous les 50 à 100 km. Et on a enregistré des sons. Donc, les sons que vous entendez dans l'installation qui sont joués à travers ces paraboles micro-ondes sont les mêmes sons que nous avons enregistrés pendant notre road trip. Donc, les sons de field recordings, donc les sons enregistrés autour de la situation de ces mâts d'antenne, et aussi les sons des fréquences. Donc, on a utilisé le software Define Radio qui transforme un ordinateur dans une grande radio, et on a mis une antenne sur le toit de notre voiture et on a enregistré les bruits des fréquences autour de nous. On ne peut pas dire que c'est le son des échanges des transactions boursières, mais c'est le brouillage, c'est le son d'interférence capté physiquement in situ. Ces sons sont d'ordinaire inaudibles. Et en plus, la finance, elle, est coutumière du secret. Donc, on révèle quelque chose à la fois d'inaudible et d'invisible. Mais évidemment, la teneur de nos enregistrements ne traduit pas la somme, le volume de transactions qui a été effectué entre le Chicago Mercantile Exchange et le New York Stock Exchange. C'est même totalement impossible à évaluer. Mais ces transactions-là deviennent pour nous un spectre sonore grâce auquel on a pu effectivement, et les paraboles qu'on a mis ici le restituent bien, transformer une matière au départ de données, finalement, de pure data, en une matière musicale. Parce que suite à ça, il y a évidemment toute une composition qui se fait à partir de ces fréquences qu'on a cumulées, mais qu'on a aussi après mixées, compilées et retravaillées chez nous. Si
on revient à l'installation physique dans l'espace conteneur, il y a aussi un écran sur le mur du fond. Et sur l'écran, de temps en temps, on voit apparaître des noms. Donc ce sont des noms d'algorithmes comme Sniper, comme Sumo, comme Furtif. Et les noms d'algorithmes décrivent leur comportement. Donc nous, on les voyait comme des petites personnes physiques qui se bataillaient entre eux pour faire justement encore plus d'argent entre deux bourses d'échange. Je pense que c'est aussi important de parler de deux. Il y a les deux tours, il y a les deux bourses d'échange et aussi la notion de temps. Il y a les deux temps. Il y a le temps que nous avons parcouru les États-Unis 6 semaines et le temps des échanges des données et aussi les temps qui est différent pour ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'ont pas de l'argent. On va donc sortir de la salle la plus sombre de l'exposition Données, formes à l'éther pour rejoindre la salle la plus lumineuse où se trouve l'installation de Julien Claus qui s'appelle Salle de brouillage. On est là encore dans l'exploration de la plasticité des ondes, de la plasticité radiophonique, cette fois dans un endroit du spectre radiophonique qui nous est peut-être le plus familier, puisqu'on est là sur la radio FM. Julien Claus utilise des petits récepteurs que les visiteurs et visiteuses sont invités à manipuler pour explorer la salle, et des émetteurs accrochés au mur qui sont chacun réglés à différentes fréquences. C'est des émetteurs de mini-FM qui ont été construits par un artiste très important du radio art qui s'appelle Tetsuo Kogawa, dont on reparlera tout à l'heure. Chacun de ces petits émetteurs qui sont accrochés au mur transmettent un signal choisi par Julien, et tous ces signaux différents sont transmis à différentes fréquences à l'intérieur de la pièce, à des puissances d'émission qui sont très faibles, donc ça ne sort pas vraiment de ce lieu, mais c'est suffisamment puissant à l'intérieur du lieu pour recouvrir et effacer complètement la bande FM dont on a l'habitude. Et donc c'est un paysage radiophonique et électromagnétique complètement inédit, dans lequel on peut se perdre en manipulant les récepteurs et en écoutant les choses qu'on va recevoir à la fois en changeant la fréquence, mais aussi en se déplaçant à l'intérieur du lieu. Définir comme les invariances qu'on a perdues, et non pas quelque chose de positif. Echo, Kilo,
Et en revenant dans l'espace principal du lieu d'exposition de Gantner, au centre de la pièce se trouve l'installation du collectif Pinode, qui est en fait un studio de radio complet, avec ses micros, ses tables de mixage, et qui permet de diffuser localement en FM et aussi de streamer sur Internet. Le collectif Pinode est un collectif qui rassemble de nombreuses artistes, mais avec aussi une approche de l'activisme radiophonique où il s'agit souvent de construire des outils de transmission et souvent de manière hybride, à la fois analogique, c'est-à-dire de la radio hertzienne en FM par exemple, ou numérique en DAB+, ou sur Internet. Et je vais passer la parole à Patricia Node du collectif Pinode. Merci. Donc il s'agit effectivement d'un studio, véritable studio. Donc c'est pas seulement une œuvre, c'est aussi une situation, quelque chose qui s'active, qui est là, qui invite les visiteurs à s'emparer de la platine, des boutons, des micros, des ondes et diffuser sur le stream de Pinode. C'est aussi une invitation à dialoguer avec le collectif et avec les auditeurs via le chat qui est projeté sur le mur, où il est possible de demander conseil, d'annoncer le début d'une émission et de faire sa propre émission, de mixer les streams, de mixer les sons d'ambiance qui sont pris dans les différents espaces de l'exposition et aussi évidemment les micros indispensables sur la table pour animer une émission par exemple. Donc voilà, il y a aussi la platine vinyle qui est là, qui permet d'écouter les disques de la médiathèque. Il est possible de prendre un livre de la médiathèque, de le lire au micro. Voilà, n'hésitez pas, c'est ouvert et ça va évoluer aussi pendant l'exposition. Le studio 314 va accueillir possiblement des conférences, des émissions aussi, et il est possible également de diffuser tout ça sur le DAB+, à Mulhouse et à Paris, sur la station Pinode. Curve shift 3 defined 9150 bat 1 high curve nasty beta 9001. Au cœur du travail du collectif Pinode, il y a cette idée de produire des outils de transmission. Et cette question de la transmission, dans son sens non seulement social, esthétique, mais aussi technique et politique, c'est la question que j'ai adressée à une dizaine, précisément à 10 artistes, mais certains travaillent en duo, pour une installation collective qui s'est appelée On Transmission et qui se trouve sur le palier du premier étage de l'espace Gantner. C'est une série de propositions sonores et vidéo émanant de différentes personnalités du radio art, certains qui, comme Tetsuo Kogawa, qu'on voit à l'écran, travaillent cette question depuis longtemps. C'est notamment lui, on le disait tout à l'heure en visitant l'installation de Julien Clos, qui a construit et offert d'une certaine manière au monde ces petits émetteurs FM. On retrouve aussi dans la série de contributions Elisabeth Zimmermann, Victor Masson, Carly Grech, le duo Sisters Acousmatica, Christina Kubicz, Mobile Radio, c'est-à-dire Knut Offerman et Sarah Washington, Juliette Volkler, Frank Xaver et Anna Fritz. Alors certains sont plutôt du côté de la théorie, d'autres sont
plutôt du côté de l'expérimentation sonore et radiophonique. Et du coup, la proposition qui réunit ces 10 contributions et ce qui fait en tout une petite somme, puisqu'il y a près de 2 heures de programme, avec des approches et des formes très différentes, mais à chaque fois avec cette idée de demander à ces gens de partager pourquoi cette idée de transmission a été importante et fondatrice dans leur travail et dans leur approche. Et on retrouvera toutes ces vidéos et ces propositions sonores en ligne ultérieurement, après l'exposition. Après l'exposition, exactement. Et puis, on n'a pas parlé du film. Tout à fait, du film de Kaori Kinoshita et Alain Della Negra, Wrangling Chaos, A Journey with David Haynes and Joyce Interding, qui est un film qui date de 2020, qui est visible dans l'espace de la médiathèque et qui sera aussi visible en ligne sur notre site web et sur la chaîne YouTube. Et c'est une belle façon de poursuivre cette exposition que tu nous proposes, qui est vraiment très riche et visuellement très intéressante. Il n'y a pas que du son. Et voilà, donc on est vraiment ravis aussi de pouvoir montrer ce film qui permet de voir concrètement comment travaillent Joyce Interding et David Haynes, d'en savoir un peu plus sur les différentes ondes aussi également. L'exposition, j'espère en tout cas que cette visite vous aura donné envie de venir nous voir en nos murs. Il y aura plein d'autres rendez-vous. Il y a un petit programme qui sera disponible à partir de septembre. Là, pendant cet été, on vous invite vraiment à venir découvrir l'exposition et d'être sur la radio Pinode pour voir tout ce que l'on pourra y raconter ou pas, parce que l'idée c'est que c'est en ligne tout le temps quasiment. Il y a des micros un peu partout dans la salle, comme le disait peut-être Pali. Merci pour votre attention et à bientôt en nos murs.